Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 30 septembre 2021. Je tenais à vous informer que je serai absent demain, donc il n'y aura pas de briefing des marchés. Je vous retrouverai à partir de lundi. Je vous laisse aussi prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, où on observe une hausse quand même prudente dans l'attente des prochains catalyseurs à venir aujourd'hui et notamment demain, avec à 14 heures le taux d'inflation préliminaire en Allemagne, une estimation du produit intérieur brut trimestriel pour les États-Unis à 14h30 et à partir de demain, notamment pas mal de données susceptibles de créer un peu d'agitation sur les taux, avec le taux d'inflation de base en zone euro à 11 heures et l'indice surtout des prix à la consommation à 14h30 vendredi, suivi des PMI manufacturiers. Donc, pas mal de données, de statistiques macroéconomiques susceptibles d'entraîner pas mal de volatilité encore sur les marchés et aussi quelques turbulences, notamment sur les rendements obligataires. Alors hier, Wall Street a terminé un peu en ordre dispersé au lendemain de l'une de ses pires séances de l'année, malgré la pause des rendements obligataires dont les effets positifs ont été en partie effacés par l'inquiétude sur l'inflation et le débat notamment au Congrès sur le relèvement du plafond de la dette. Pour rappel, le Nasdaq avait quand même chuté de presque 3%, de 83% mardi, sa plus forte baisse sur une séance depuis mars, et le S&P de à peu près 2,05%, sa pire performance depuis mai face aux inquiétudes liées à l'inflation, aux craintes notamment d'une fermeture des administrations fédérales en l'absence d'accord au Congrès sur le budget et surtout à la hausse soutenue des rendements des emprunts d'État. Alors, la prudence a quand même perduré hier, alors que la Maison-Blanche peine à arracher un accord sur le plafond de la dette au Congrès, et ce, malgré un coup de pouce du président de la Fed, Jérôme Powell, qui a estimé que les difficultés des chaînes d'approvisionnement allaient quand même maintenir l'inflation à un niveau élevé plus longtemps que prévu. Jérôme Powell continue quand même de maintenir que l'inflation est transitoire. En attendant, l'inflation est là et elle devrait durer encore quelques mois. Après, libre à eux de définir sur quelle période de temps c'est transitoire ou permanent. En parallèle, on a aussi une clôture mensuelle aujourd'hui, donc on fera le point pour voir un peu la tête des bougies et j'observe effectivement une dégradation sur pas mal d'indices, le sentiment qu'on a peut-être fait un top de marché à court terme. Bref, on regardera ça notamment dans la partie technique. Ce matin en Europe, une hausse assez timide, je trouve, dans les premiers échanges. Les bourses poursuivent le rebond entamé de la veille à la faveur d'une accalmie sur le front des rendements obligataires. Effectivement, les indices européens ont repris une partie du terrain perdu suite à leur pire séance depuis juillet, mardi, à la faveur, comme je vous le disais, du recul, d'une pause en tout cas sur les rendements obligataires. Et en parallèle, les sénateurs républicains s'étant opposés au relèvement du plafond de la dette à 2 840 milliards de dollars pour éviter un défaut de paiement du pays le mois prochain, le Congrès doit adopter d'ici jeudi à minuit une résolution bipartisane prévoyant le financement justement des services gouvernementaux jusqu'à décembre. Logiquement, on a souvent cette pièce de théâtre qui revient au Congrès entre les républicains et les démocrates, mais à la fin, il tombe généralement sur un accord. Cependant, forcément, ça suscite des inquiétudes sur les marchés financiers. Côté macro, détérioration aussi des PMI manufacturiers en Chine, comme je vous le disais, après avoir touché un point bas, on est passé d'une euphorie à un retour à la normale.
Et effectivement, ça se dégrade aussi en Chine. L'activité du secteur manufacturier s'est contractée de manière inattendue en septembre, sous l'effet de la hausse des coûts des matières premières et des coupures d'électricité notamment. Alors, c'est un message un peu mitigé qu'on a des indices PMI de la Chine, puisque l'indice, lui, PMI non manufacturier, a fortement rebondi en septembre, aux alentours de 53,2, avec les mesures de blocage ayant été levées, mais l'indice, lui, PMI manufacturier, justement, est passé sous la barre des 50 pour la première fois depuis février 2020. Et cela concerne surtout les données avant Evergrande et notamment, et aussi surtout plutôt, les pénuries d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut retenir quand on voit ce graphique? C'est tout simplement d'une part, comme je vous le disais, une normalisation dans l'environnement économique. Et derrière, effectivement, généralement, on parle aussi de contraction, puisqu'on parle d'expansion de l'activité au-dessus de 50, et dès qu'on repasse en dessous de 50, effectivement, on observe une contraction de l'activité. Donc, pour la première fois depuis février 2020, on a un retour à la normale et même une contraction de l'activité dans le secteur manufacturier. Donc, affaire à suivre, mais en Europe aussi, on avait déjà, je vous avais montré à plusieurs reprises des graphiques, une dégradation, en tout cas minime, certes, mais qui montrait que des données économiques et macroéconomiques commençaient doucement à s'essouffler après avoir connu une très belle envolée. Ici, justement, c'est un graphique assez pertinent, je trouve, qui met en évidence, si vous voulez, la rotation sectorielle et les cycles du marché. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons globalement des cycles économiques avec différentes phases et en fonction de ces cycles économiques, les opérateurs se positionnent sur certaines classes d'actifs. On effectue justement des rotations sectorielles, notamment, comme vous avez pu le voir aussi, avec les taux. Forcément, quand on a une quantification de la courbe des taux, on a un flux sortant sur les valeurs technologiques et potentiellement un flux entrant notamment sur les valeurs bancaires. Donc, rotation sectorielle d'un point de vue value et growth, les valeurs de croissance comme la tech et les valeurs dites value plus comme les valeurs pétrolières, les bancaires, Airbus, Safran, Vinci, bref, toutes ces valeurs-là. Et ici, c'est intéressant de savoir à peu près où est-ce que l'économie en bleu se situe et où est-ce que les marchés, eux, se positionnent. Et généralement, les marchés, on dit qu'ils anticipent forcément les cycles, donc on est un peu en décalé. On observe très clairement qu'on n'est pas dans une récession, bien au contraire, on est sorti justement de ce cycle de récession. Ici, c'est reprise économique. Là, c'est croissance à plein régime. Et ici, on est en début de récession. Donc, logiquement, d'un point de vue de l'économie, je dirais qu'on se situe par ici. Voilà, on est sorti de la récession. Fin 2020, début 2021, on était vraiment dans la reprise. On est rentré en parallèle dans un bull market, effectivement. Les indices ont pété leur plus haut historique, je pense notamment au Nasdaq, je pense au S&P, au Dow Jones, au DAX, même les anciens plus hauts pour le CAC 40 avant Covid. Alors, on est plutôt en fin de reprise économique. Pas totalement en croissance à plein régime, car le marché du travail ne s'est pas totalement remis, notamment aux États-Unis. Les banquiers centraux se montrent quand même prudents, même s'ils disent que l'économie est sur de bonnes voies, mais en tout cas, on n'est pas en croissance à plein régime. Donc, entre les deux, très clairement, par ici, et des marchés qui ont bien entamé cette phase de bull market et potentiellement, là c'est plutôt à court terme, je ne parle pas d'un retournement de marché bien évidemment, mais inscrit un top. Et effectivement, quand on voit les secteurs qu'il fallait privilégier durant ce cycle, c'était bien les matériaux de base, l'énergie notamment, quand on voit l'envolée du gaz, le pétrole qui inscrit
une ascension fulgurante depuis son creux du mois de mars 2020, et surtout les valeurs technologiques, où là, le Nasdaq, ça a été un feu d'artifice, notamment sur les FANGMAN, Apple, Amazon et compagnie. Donc là, très clairement, on se situe entre le bull market et un top de marché. Et là, pareil, dans ce cycle, fin de reprise haussière et plutôt fin de reprise haussière. Pour moi, on n'est pas en croissance à plein régime, très clairement, même si on pourrait arriver sur un niveau de surchauffe assez rapidement. Donc, effectivement, là, on a des marchés qui commencent à corriger, pas mal d'inquiétudes, que ce soit les taux, l'accord avec les républicains pour éviter un défaut de paiement du pays, l'inflation, les indicateurs économiques qui commencent à retomber, effectivement. Donc voilà pourquoi je me montre un peu plus prudent sur les marchés, et notamment, comme je vous le disais, avec la clôture mensuelle qui approche, enfin, qui se termine ce soir. Et effectivement, quand on regarde la clôture et la tête des bougies en mensuel, tout porte à croire qu'on a potentiellement un top de marché. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un retournement et rentrer en bear market, mais qu'à court terme, il faudrait peut-être se montrer plus prudent sur les marchés et qu'une correction plus profonde serait envisageable. En tout cas, voilà mon sentiment. Quand je vois qu'on a quand même eu pas mal de volume, pas mal de flux sortants sur certaines classes d'actifs, et voilà, le sentiment qu'on avait un peu à bout de souffle, notamment le DAX, qui travaillait ce haut de canal mensuel, on fera le point juste après. Et derrière, c'est vrai que généralement, le mois de septembre n'est pas un bon mois pour les indices, mais là, d'un point de vue technique et graphique, je trouve qu'on a des signaux baissiers qui sont en train de se mettre en place et qui nous invitent très clairement peut-être à une correction plus profonde. Côté graphique, justement, parlons peu mais parlons bien. Observons le DAX en données mensuelles, encore une fois. Et effectivement, la bougie mensuelle n'est pas très belle. Voilà. Mais sur un avalement baissier, des indices, un indice surtout, qui tricotait et travaillait cet oblique quand même depuis avril 2021, qui semblait manquer de carburant et s'essouffler. Et là, je trouve qu'on a une impulsion baissière assez conséquente. Donc, la clôture n'est pas terminée. Néanmoins, pour invalider ce chandelier, ça risque d'être compliqué. Et là, on est déjà bien parti sur un avalement baissier. Voilà pourquoi maintenant je me méfie sur les indices. On travaille toujours un peu ce range daily, mais suite à l'apparition de nombreux chandeliers de retournement mensuel, en plus il est complet, on a fait un gap mensuel avant de repartir en direction du sud. Et j'observe, si vous voulez, ce pattern de retournement sur l'ensemble des indices. Voilà pourquoi la prudence est de mise, et potentiellement, sans parler d'un top majeur et d'un retournement et en une phase de bear market, comme on a pu le voir dans la slide précédente, mais une pause s'impose en tout cas, et une correction de marché plus profonde ne serait pas à exclure au cours des prochains mois si le marché ne parvient pas à tenir certains niveaux. En données weekly, bon, pas grand-chose, si ce n'est que cette fois, on va avoir une cassure Tenkan Kijun, mais pas dans le sens de la tendance, à l'inverse. Néanmoins, effectivement, une clôture sous ce niveau pourrait, pareil, de nouveau déclencher une accélération baissière vers la borne basse du range. Donc là, très clairement, en données daily, on a un marché qui ne parvient pas à rebondir, je trouve. Je vous disais que hier, rebond certes, mais j'étais pas très convaincu de cette hausse, de ce rebond. Enfin,
je vous disais qu'on était plus dans un rebond technique et pas dans une reprise haussière avec derrière nous un creux de marché potentiel. Je trouvais un peu fébrile ce rebond, gap, puis derrière, en regardant en bougie 15 minutes, finalement, il n'y avait pas de flux acheteur, il n'y avait pas grand-chose. Et puis ce matin, de nouveau gap, et puis flux vendeur juste derrière. Voilà pourquoi c'était plus un sentiment d'un rebond technique lié à une grosse baisse plutôt qu'un creux de marché. Nous disons c'est bon, plus de peur que de mal, retour vers le milieu de range et puis pourquoi pas aller chercher les prochains niveaux de résistance. Là, je me montre plus prudent, on est sur une clôture mensuelle aussi et pour moi, on était dans un rebond technique, sentiment que ça s'essouffle et que là, on pourrait aller chercher, quand je vois cette tête de bougie, je me dis, bon, bah, objectif à 2000, 15 250 par ici, et en TP final, ce serait les 15 130. Et là, on confirmerait vraiment l'avalement baissier si on clôture, enfin, pas si on clôture, mais si on accélère sous ce seuil, on pourrait avoir un mouvement correctif, à mon avis, de plus grande ampleur. En tout cas, sur le DAX, fin du rebond technique, très clairement, ça manque de conviction, je trouve, comme sur le CAC. Et ici, je verrais bien une poursuite, voilà, pour venir combler l'espèce de trou d'air qu'on a ici vers les 15 200, 15 150 points. Et derrière, travailler de nouveau la borne basse de ce range. Et en cas de cassure, alors là, je viserais bien plus bas. Et très clairement, le sentiment finalement que le flux baissier qu'on a instauré depuis le début de semaine dernière continue d'être en place et ne semble pas s'essouffler. Et bien au contraire, on a des acheteurs qui peinent à tenter d'amorcer une reprise haussière. Le DAX, le CAC, c'est vrai que d'habitude on commence avec le CAC 40, autant pour moi. Le CAC, c'est la même chose. Je vous disais en introduction que les marchés débutaient la séance en hausse, c'était le cas. Finalement, on est repassé en territoire négatif. Concernant notre CAC 40, la bougie mensuelle, même constat. Doji, avalement baissier. Donc là, il est moins pertinent car on a encore beaucoup de mèches sur le CAC 40. J'aimerais qu'on ait moins de mèches. En tout cas, pareil, gap mensuel, on avale, on est très éloigné de la Tenkan, ce qui montre un niveau quand même de surachat. On est sur une résistance clé, les anciens tops de 2000. Et comme ici, on forme un avalement baissier. Pareil, à surveiller en clôture, mais en tout cas, des chandeliers qui nous invitent à la prudence maintenant. Et peut-être qu'une correction pourrait s'installer après une hausse de plus de 100% pour le CAC 40 depuis le creux en l'espace de 18 mois. Ici, en données hebdomadaires, bon, pour une plus grosse dégradation, il faudrait qu'on ait la cassure de la kit jaune en parallèle. C'est ce qu'on est en train de faire sur le DAX, mais sur le CAC 40, pour l'instant, ça tient. Et à court terme, du moins en données daily, même constat. Je ne suis pas convaincu de cette hausse qu'on a eue hier. C'était plus un rebond technique. On repasse sous le support. Enfin, de nouveau, on enfonce le support, gap, mais flux vendeurs qui s'installent. Voilà, pour moi, il y a un trou d'air ici à venir chercher. Très clairement, c'est un niveau que je vis sur le CAC 40. On l'a partiellement comblé. On a partiellement comblé ce gap, mais les vendeurs, les acheteurs plutôt, manquent de peps, n'ont pas grand-chose dans le ventre, je trouve, ce matin. C'est une hausse timide, effectivement, assez prudente, et finalement, ça cale. Et là, le sentiment, finalement, encore une fois, que le flux baissier qu'on a déclenché reste en place, finalement, et n'est pas invalidé. On gap, mais ça ne prend pas derrière à chaque fois. C'est dû à des rebonds de la veille
notamment sur les marchés US avec les techs, mais derrière, bon, les vendeurs reprennent la main à chaque fois. Voilà pourquoi sur le CAC, je me méfie, plutôt baissier très clairement, à surveiller la clôture mensuelle ce soir, mais dans l'idéal, ce serait un retour sur les 6470 points. Voilà. Venir combler cette espèce de trou d'air qu'on a juste là, et puis derrière, pourquoi pas évoluer dans un range, et le pivot clé reste selon moi le niveau des 6400 points. En données 4 heures, rebond, donc on est venu chercher le niveau des 50, 61,8, ça repart en direction du sud, peut-être une correction de nouveau en A, B, C. Et effectivement, c'est le scénario que j'ai pour le CAC 40. Donc après, à suivre avec les données économiques et macro qu'on va avoir entre cet après-midi et demain. Mais là, la configuration, pour moi, est quand même plutôt baissière. Et le niveau que je vise reste les 6470 points. Avec, pourquoi pas, excès sur les 6450 pour revenir tester la borne basse du range. Mais sinon, je verrais bien, voilà, une poursuite de la baisse. Finalement, le gap de ce matin, on ouvrait en hausse et le rebond cale, tout simplement. On cale dans le rebond. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil. Là, pour le coup, on va plutôt s'intéresser. Aussi, on va quand même regarder la bougie mensuelle. Bon, léger gap haussier sur le Dow Jones, mais pareil, une bougie mensuelle plutôt baissière. Venir chercher la Tenkan serait déjà un premier objectif. Par curiosité, j'ai bien envie d'aller voir le Nasdaq aussi. Là, on est sur un bel avalement baissier aussi, vous voyez. Et pareil, gap mensuel pour le coup, bel avalement baissier qui est bien validé, avec conditions de renforcement, on avale les mèches, toutes les mèches. Pareil, hein, le premier objectif, ce serait la Tenkan. Et l'indice de référence, même constat. Voilà, des avalements baissiers sur l'ensemble des indices boursiers, CAC, DAX, S&P, bref, tous les gros indices forment des chandeliers actuellement de retournement. Donc là, c'est la dernière séance du mois. À voir en clôture. C'est vrai que si on prend 2%, bon, bah, là, on pourrait peut-être invalider ce scénario. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et les vendeurs gardent la main. Repassons sur le Dow Jones. Toujours à travailler nos zones. Sur le Dow Jones, rien n'a changé. Petit rebond assez timide, encore une fois. Autant passer directement sur le futur, je trouve, où on a déjà tracé nos zones et un peu établi les plans. Le cash est pertinent pour un peu avoir des informations d'un point de vue des chandeliers, notamment la bougie mensuelle. Mais actuellement, je trouve que le futur, voilà, est plus juste, plus pertinent dans les signaux qu'il peut envoyer, notamment à travers les zones qu'on a identifiées. Balle au centre. Actuellement, on a rebondi de nouveau sur la zone. Voilà, je peux enlever l'Ishimoku qui sert à rien. Ça reste baissier, on tente de rebondir, mais voilà, cette bougie flux-là reste bien en place. On a retracé 50% de la baisse, je pense. Je vais me mettre en données 4 heures. Et pareil, sentiment d'un rebond technique, mais sans conviction, très clairement. C'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe. Voilà, on a retracé les 50%. Je ne suis pas convaincu vraiment de cette hausse
qui semble s'essouffler très clairement. On n'a pas de belles bougies vertes qui s'empilent comme ici, où là vraiment on avait une belle accélération. Là on a beaucoup de mèches, beaucoup de bougies qui hésitent. Finalement on vient chercher le 50, ça retombe. En données horaires. Voilà, un canal haussier qu'on pourrait essayer de cadrer, effectivement. On est venu taper la borne haute. Derrière, on est en train de retomber. Et voilà, tout porte à croire qu'on pourrait avoir soit une correction en ABC, soit une sortie de drapeau. Et donc là, tenter de vendre en haut, effectivement, ça peut être intéressant. Sortie du canal aussi pour un trade en intraday. Mais si derrière, on sort du canal et qu'on enfonce cette zone, alors là, objectif 33 630. Vraiment, je pense qu'en reportant le mât, ce serait aller chercher la deuxième zone, vers ce niveau-là et sur excès ici. Mais voilà, comme je vous disais, je me montre plus prudent maintenant sur les indices, sentiments qu'on cale, qu'on commence à s'essouffler, des signaux sur des unités de temps importantes sont en train de se mettre en place. Bon, j'attends maintenant les données économiques à venir, et notamment aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation. Et là, très clairement, ça va permettre de donner un peu plus de visibilité sur le niveau d'inflation aux États-Unis. L'euro-dollar qui s'enfonce, voilà, qui continue de s'enfoncer, c'est ultra baissier, c'est TP1 fait. TP1 était atteint, maintenant TP2. J'avais bon espoir de tracer ce canal-là en me disant, tiens, j'anticipe un canal baissier avec potentiellement une prise d'appui ici, même si ce niveau correspond à strictement rien. Finalement, on s'enfonce. On s'enfonce. Sortie du range a été vraiment violente, comme sur le GBP USD. TP1, c'était les 1,1620. J'ai supprimé le niveau de support. Voilà, TP2, 1,1530. 1,1530. Donc finalement, cette anticipation de canal n'est pas très pertinente, je trouve. Par contre, vendre maintenant, c'est trop tard. Hein. Très clairement, on est en pleine accélération baissière. Soit il fallait se positionner à la cassure, mais vendre en pleine accélération baissière, certainement pas. Là, il faudra attendre un rebond éventuellement pour se repositionner dans le sens du flux. Mais là, c'est trop tard pour vendre l'euro-dollar en pleine accélération baissière, très clairement. Bon. Un bas de nuage à venir chercher, et après, ce serait cette grosse zone-là en mensuel, en données hebdomadaires. Ok, on est en train de... D'accord. On est à la MM200. Effectivement, la MM200, bon, elle n'est pas très orientée à la hausse, elle se met plutôt à plat, donc elle n'est pas très pertinente non plus, mais ça reste les 1,1530. Voilà, ce serait de venir taper le bas du nuage, 1,1530, 1,1530, 1,1514. Pour moi, on a une belle zone ici, très clairement. Une belle zone de prix ici, d'un point de vue de l'Ishimoku et des prix. Voilà, là on voit qu'en hebdomadaire, ça a pas mal travaillé, pas mal de mèches ici, plat qui jaune, plat de nuage, bas du nuage. Voilà pourquoi je maintiens ce scénario baissier pour venir chercher les 1,1530, voire sur Excel les 1,15. Voilà, vous voyez, ça correspond à mon niveau de support. Même si l'objectif théorique du range, c'est plus bas, je crois que c'est 1,1460, je ne me montre pas aussi ambitieux. Le TP1 a été fait, TP2, c'est les 1,1530. Et là, en données 4 heures, on doit être très éloigné de la Tenkan, effectivement. Le RSI qui est en zone de survente, mais bon, on n'est pas dans des niveaux extrêmes. Mais là, c'est trop tard. Celles et ceux qui ont réussi à se positionner à la cassure ici, on est même sorti par le bas du canal baissier pour vous dire à quel point on a une forte accélération.
C'est chose assez rare. D'habitude, c'est plutôt une sortie par le haut, mais là, sortie par le bas du canal baissier, on est en pleine accélération baissière. Si vous êtes vendeur ici, eh bien, vous abaissez votre stop. Vous pouvez déjà commencer à prendre des bénéfices. Et sinon, vous attendez que le marché vienne chercher le TP final, qui selon moi se situe vers les 1,1540, 1,1510. Voilà, ça va être une grosse zone de prix. Et ici, à court terme, ce sera intéressant de chercher des achats pour tenter le rebond technique en direction des 1,1620. Voilà, ça va être le plan que je vais surveiller la semaine prochaine. Le GBP USD, pleine accélération, pareil. Hier, on a eu une bougie flux directionnelle impulsive aussi. J'évoquais avec vous en vous disant, si on casse la 36, ça va vite accélérer. Donc là, pareil, le TP1 était fait les 1,3460 hier. TP2, c'est 1,3550. Et TP3, ce serait l'objectif théorique à 1,3255. Effectivement, on a un niveau intermédiaire ici. Voilà. Et l'objectif théorique du triangle, bon, ça donne ce niveau-là, 1,3255. Pareil, là on est en pleine accélération, très éloigné de la Tenkan, donc trop tard selon moi pour se positionner à la vente. Il fallait vendre plutôt à la cassure ici ou ici, donc là déjà ça offre déjà quand même pas mal de points. Un TP1 a été fait, mise à BE du stop, on peut même mettre un stop win très clairement, et puis maintenant on laisse faire le marché en espérant qu'il aille chercher mon TP2 à 1,3350. Et pareil, en données 4 heures, là on se stabilise. Là c'est déjà un peu mieux, des prix qui reviennent sur le niveau de la Tenkan. On a quand même enfoncé la résistance, donc on est sur un pullback. On pourrait se stabiliser le temps que la Tenkan et la Kijun, surtout la Kijun, retombent un peu sur ces niveaux-là. Et après, pour les traders les plus aguerris et les plus agressifs, pourquoi pas tenter une vente avec un stop loss juste au-dessus pour aller chercher les 1,3350. Et là, très clairement, le dollar se renforce. On est vraiment dans une bougie flux, enfin une dynamique bien baissière. Donc, j'estime que les vendeurs gardent la main et que le potentiel baissier n'est pas terminé pour aller chercher le 1,3350. L'euro-yen, suivi pareil de l'euro-yen. On regardait un peu hier la tête de la bougie. Bon, finalement, ça se dégrade. Remontez votre stop, très clairement. Surtout si vous étiez à l'achat sur l'ETE ou l'avalement ici. Normalement, vous avez dû prendre des bénéfices, mettez un stop win ou un break-even, plutôt un stop win tout simplement. Là, on est sur le milieu de range et effectivement, bon, la bougie daily, on a fait un dark lot cover hier. Là, vendre ici avec un stop loss juste au-dessus, c'est pas bon du tout. Le ratio n'est pas terrible. Voilà pourquoi je ne propose pas de plan vendeur sur cette paire, étant donné que le ratio n'est tout simplement pas bon, même si on a des indications plutôt baissières via cette bougie. Néanmoins, voilà. On est sur le milieu de range tout simplement, et même 50 en soutien. Ici, en données hebdomadaires, pas grand-chose à dire. En données 4 heures, en données daily, on arrive sur le milieu de range, et en données 4 heures, c'est là où il va falloir affiner un peu. Remonter de la même 50, 200, bon, à surveiller. À surveiller, je ne passerai pas vendeur. Pour moi, c'est un peu tard, le ratio n'est pas bon. Je faisais le suivi de cette paire, notamment dans l'espoir qu'on ait peut-être une cassure par le haut et ainsi valider un double creux. Voilà pourquoi moi, je vous invite à remonter votre stop et à le mettre ici. Prendre des bénéfices, déjà, si ce n'est pas déjà fait. Remonter son stop sous la zone, tout simplement. Et attendre. Soit on fait une rotation partielle, c'est possible, c'est pas interdit. Rotation partielle, on retourne là-haut et pourquoi pas on casse. Sinon, c'est rotation complète et dans ce cas-là, effectivement, c'est retour sur la bande basse. Donc là, on se trouve un peu à la croisée des chemins.
On est sur une grosse zone de prix. Très clairement, si j'enlève l'Ichimoku, voilà, en données 4 heures, c'est un niveau qu'on a pas mal travaillé, on s'en approche. La MM50 qui devrait doucement remonter, la MM200 pareil, et en daily, de nouveau la MM50. Voilà pourquoi on a une zone où on a pas mal d'éléments qui convergent. Donc on attend la cassure de cette zone pour invalider le plan haussier. Voilà pourquoi il serait préférable d'avoir un stop win juste en dessous en cas de rotation partielle. Et si jamais le marché enfonce, eh bien c'est pas grave, on sortira avec des bénéfices pris en amont durant l'accélération et un stop win. Donc pareil, de nouveau des bénéfices sur le reliquat que vous avez dû normalement garder. L'USD Yen, lui, il est en ébullition, très clairement. C'est très très haussier. Je vous disais de chercher des achats sur repli, notamment en données horaires. Et un dommage, presque. Bon, elle n'est pas complètement complète. Ici, on avait une cassure Tenkan Kijun. On n'a pas vraiment cassé la Tenkan à la Kijun, mais effectivement, sur repli actuellement, l'euro-yen, il faut chercher encore une fois des achats sur repli. On est vraiment dans une bougie voilà, impressionnante, une belle bougie flux. Le dollar se renforce très clairement et on empile les bougies vertes, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e séance de hausse d'affilée. Ne vous mettez pas à contre-courant et n'essayez pas d'attraper le point haut. Encore une fois, tracez les zones. Effectivement, on arrive sur résistance ici. Là, on a une résistance sympa. Effectivement, je vais nettoyer tout ça. Voilà, on a une belle résistance ici, c'est vrai. Voilà. J'aurais même dû prolonger pour avoir... Ouais, c'est bien ça, ça passe entre ma zone. Ici, on a vraiment une très belle zone de prix. Je devrais même me mettre en hebdomadaire. Voilà. Belle zone hebdomadaire. Effectivement, c'est risqué, mais tenter des ventes sur ce niveau avec un signal, pourquoi pas. Par contre, en cas de cassure, là, très clairement, on peut aller chercher très haut par la suite. Et pour le moment, c'est plutôt haussier. Sentiment qu'on consolidait dans un triangle, sorti par le haut, si je reporte l'objectif théorique, on peut aller chercher très haut. Après, un repli est envisageable, mais prudence. On est quand même dans un flux haussier, impulsif. Certes, on arrive sur résistance, mais pour l'instant, je ne vois pas de dégradation. Donc, un repli, pourquoi pas. Tenter une vente sur repli, pourquoi pas, mais risquer, très clairement. Le mieux, ce serait de chercher à se positionner dans le sens du flux. Et là, en données 4 heures, alors oui, on forme peut-être une divergence, mais elle n'est pas validée. Et on n'a pas de chantier de retournement. Donc, les acheteurs gardent la main. Par contre, si on fait une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone, eh bien, je m'attends à une poursuite de la hausse vers les prochaines résistances. Le gold continue son plongeon. Le dollar se renforce. Là, on tente de sauver le support des 1725, mais pour moi, il faut rester encore à l'écart. C'est trop tôt pour intervenir sur le gold. La zone qui va m'intéresser maintenant, voilà, c'est ce niveau-là. On a travaillé, c'est une zone, c'est 1680, 1690. Voilà, c'est une belle zone de prix juste ici. On a travaillé là, en clôture, pareil ici, légère incursion, pas mal de mèches. Et là, très belle zone de polarité. Voilà pourquoi j'estime qu'il n'y a pas d'autre niveau intéressant avant ce niveau-là.
et que le contexte macroéconomique actuellement avec l'envolée des taux et la hausse du dollar ne favorise pas les métaux précieux. Pour l'instant, c'est baissier, enfin, c'est baissier. À court terme, ça reste baissier, les vendeurs gardent la main. Niveau d'intervention sur la zone 1690, 1680. Juste ici. Voilà. Pour moi, c'est la zone qui va m'intéresser prochainement pour tenter des achats de nouveau sur l'once d'or. Mais avant ça, je reste à l'écart et j'estime qu'il n'y a pas de gros niveau, à part les 1725. Voilà, j'ai noté les 1725. C'est un niveau intermédiaire, c'est pas un gros niveau. Mais très clairement, là, quand je vois la configuration et la dynamique des prix, j'ai pas très envie d'être haussier sur ce niveau-là. Je vais encore attendre un peu, faire le point demain. On a encore, comme je vous disais, l'indice des prêts à la consommation vendredi qui va tomber. Ça pourrait aussi créer de l'agitation sur le gold. De ce fait, pour l'instant, je reste à l'écart. Je maintiens plutôt un biais baissier et il faut laisser du temps au temps. Voilà, encore une fois, et intervenir dans une zone clé et pertinente qui, selon moi, se situe à 1680-1690. En données 4 heures, bon, voilà, quand vous voyez la tête de la bougie, ça donne pas vraiment envie de se positionner à l'achat. On est en train d'enfoncer le support. Et donc derrière, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, on est en train d'enfoncer la zone ici. Et si cette zone-là cède, pour moi, je vois pas ce qu'il y a. Il n'y a pas de gros niveau de support intermédiaire à part celui-là. Voilà pourquoi j'estime qu'il faut se montrer patient et intervenir, en tout cas quand le marché viendra taper cette zone. Le Brent. Bon, le Brent, rien n'a changé depuis hier. Très clairement, on est bien parti pour break en données mensuelles notre oblique. Voilà. Donc, on recule un peu, mais clôture ce soir, à surveiller aussi, hein, quand même. Mais bon, on l'a déjà cassé en données hebdomadaires. Et là, on est en train de la clôturer, enfin, on est en train de la casser en clôture mensuelle. Maintenant, en données hebdomadaires, effectivement, ce setup haussier cassure Tenkan Kijun est toujours en place, il n'est pas invalidé. On peut aller chercher un peu plus haut, effectivement. Une deuxième zone clé qui va m'intéresser, comme je vous le disais, c'est la zone des 82,50, 84 $, à peu près. Maintenant, je n'ai pas de plan à vous proposer, c'est juste haussier. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt pour vendre le pétrole pour l'instant, notamment vu le contexte actuel. Et non, ça reste haussier tout simplement. J'aimerais soit, comme je vous le disais, un retour dans cette zone-là, dans cette belle zone. Effectivement, on voit que ça a buté. Retour dans cette zone-là pour avoir un meilleur ratio. Sinon, aller chercher un peu plus haut cette zone-là. Mais ici, bon, acheter, pareil, c'est un peu compliqué, je trouve. On va l'acheter ici ou là, mais là, maintenant, c'est un peu tard. Voilà pourquoi je trouve qu'il faut se montrer plutôt patient. Vendre éventuellement si on a une cassure Tenkan en même temps que le top ici, pour aller chercher le plat qui joue. Voilà. Là, ce serait un trade de court terme, assez risqué, pas le meilleur. Pour moi, je cherche plutôt des ventes maintenant, mais sur signal. Et actuellement, je n'ai pas de signal, ça tient, on corrige, même aux données 4 heures. Toujours soutenu par notre oblique haussière, MM50 en soutien, pas d'alerte baissière très clairement, plutôt une zone neutre où il n'y a pas grand chose à faire. Soit on attend la cassure avec les MM50 pour aller chercher le plat Kijun, sinon on laisse les acheteurs poursuivre leur mouvement et attendre un peu plus haut. Voilà, soit dans la zone ici, soit si on casse la zone haute un peu plus haut pour tenter cette fois-ci une vente
avec un mouvement correctif un peu plus conséquent. Le light, mais c'est exactement la même chose, seulement que ici, bon, une petite cassure Tenkan Kijun, un peu fébrile néanmoins, mais pareil sur support, donc on ne vend pas un support, on attend la cassure, et le WTI, je l'attends sur la zone mensuelle. Voilà. Pour moi, on est venu la chatouiller, mais j'aimerais bien encore une dernière accélération un peu plus haut pour travailler cette magnifique zone. Là, je trouve qu'elle est très belle, juste pour avoir un meilleur ratio et laisser le marché finalement caler et s'essouffler sur ce niveau-là. Et derrière, pourquoi pas partir dans un range weekly. Voilà, scénario de trading range envisageable. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas vendeur, on n'a pas de bougie hebdomadaire qui nous indique clairement une baisse. Voilà. J'aimerais une dernière accélération tout simplement pour avoir un meilleur ratio et surtout avoir un signal technique. Car actuellement, le marché se stabilise, on est sur support, mais j'observe pas de bougie de retournement. Voilà pourquoi j'attends le marché un peu plus haut. Bon, si il veut bien me donner ce niveau, hein, pareil, on peut très bien casser le support et derrière finalement faire une correction, mais tant pis, j'attends le marché vraiment sur la zone mensuelle pour opter sur une stratégie vendeuse. Le Bitcoin. C'était bien parti ce matin, finalement, on est venu taper le haut du range, le haut de la zone, on avait une belle bougie, bon, ça cale, la même chose, rien n'a changé sur le BTC, on va être sur une clôture mensuelle, finalement, les accros des maths et des probabilités auront raison, le mois de septembre est un mauvais mois pour le BTC, et logiquement, on devrait clôturer dans le rouge, encore une fois, pour le mois de septembre. Bon. Une fois qu'on a dit ça, ça ne nous avance pas plus sur la direction à venir des prix. Toujours dans ce biseau, à l'intérieur duquel les prix évoluent dans un range. C'est aussi simple que ça, encore à travailler. À l'achat, la borne basse, à la vente, la borne haute. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, attendre la cassure d'une des deux bornes pour soit viser le niveau des 61,8 de Fibo, soit retour sur les 23,6, mais derrière, si on est sur une sortie de biseau, je viserai un peu plus haut, 50 500 $. Maintenant, en données 4 heures, on a validé le double creux, l'objectif théorique a été fait. Bon, certains voient toujours un triangle ici, mais je me méfie tout simplement, car la borne basse, on l'avait déjà placée comme ça hier. Ici, on a eu la cassure, finalement ça repart. Là, on a la borne haute, on a la cassure, finalement ça réintègre. Donc, faut éviter de se faire piéger bêtement, tracer les zones. Vraiment, c'est beaucoup plus pertinent de tracer des zones et de trader les zones qu'à l'intérieur des zones, essayer de mettre un triangle, puis un biseau, puis un double creux, et ainsi de suite, où là, on s'en mêle un peu, et surtout, on a soit un bear trap, soit un bull trap, comme c'est le cas actuellement. Pour moi, c'est des zones, achat en bas, vente en haut, sinon attendre la cassure et la sortie de ce range. Donc là, très clairement, j'ai plutôt envie de retirer cette espèce de triangle qu'on avait tenté de tracer et me dire on est tout simplement dans un range un peu larvé. Effectivement, les amplitudes sont de plus en plus faibles. Voilà. Avant, on avait des belles rotations. Là, elle est moins haute que la précédente. Là, pareil. Bon. Mais sinon, à chaque fois, on a plutôt une bonne réaction des prix dès qu'on vient chatouiller, travailler un peu ces zones à l'achat ou à la vente. Phase donc de stabilisation, consolidation. Et encore une fois, la rupture d'une des deux bornes donnera le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Sinon, rien à faire, à part pour les traders de range qui affectionnent particulièrement ce type de configuration. Dans ce cas-là, eh bien, vous connaissez le plan à faire et à mettre en place
depuis maintenant plusieurs séances. Pour terminer ce briefing, l'Ethereum. Bon, l'Ethereum, j'aime bien. On avait un joli double creux aussi. On a validé, on est en train d'effectuer le pullback, mais encore une fois, c'est un range. Effectivement, ce double creux nous invite à une poursuite de la hausse en direction de la borne haute du range. Mais une fois qu'on sera ici, une nouvelle fois, la question à se poser, ce sera de savoir si on vend pour de nouveau viser la borne basse, ou bien peut-être cette fois-ci, on aura une sortie par le haut du range couplée à notre canal baissier. Et dans ce cas-là, effectivement, objectif 3700 $. Pour l'heure, comme sur le BTC, les zones à travailler, j'ai quand même envie d'aller voir la bougie mensuelle. Non, intéressant. C'est vrai qu'on a une petite divergence ici. Bon, il ne faudrait pas qu'elle se valide, sinon on pourrait aller chercher bien plus bas. Néanmoins, comme ici, on a une divergence mensuelle, on ne peut pas l'ignorer. Bon, pour l'instant, elle n'est pas validée. Pas de raison de s'inquiéter. Et en données hebdomadaires, bon, on devrait logiquement foncer la kit jaune. Mais voilà, on est sur zone. Pour moi, on n'a pas de données pertinentes, je trouve, à noter sur l'Ichimoku en données hebdomadaires. Et c'est surtout voilà, le graphique en données journalières et 4 heures où c'est pertinent. Les zones, comme sur le BTC, on est dans le même état et à affiner en données 4 heures. Pour moi, l'action se passe surtout en données 4 heures. C'est très pertinent, on a des belles réactions, on peut tenter des trades un peu agressifs, protéger assez rapidement. Mais maintenant, la bataille se passera entre les 2770-2750 avec les 3150-3250. Donc peut-être que d'ici la fin de semaine, on aura une sortie par le haut ou par le bas de ce range. En attendant, c'est le jeu de la patience. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour rappel, je suis absent demain, donc il n'y aura pas de briefing des marchés. On se retrouvera à partir de lundi pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à lundi pour un point complet sur la planète finance.